Bonjour, bienvenue sur Conscience et Réalité. Parmi les conférences en ligne gratuites que j'ai faites, j'en avais consacré une au chamanisme. J'ai pensé qu'une vidéo d'ensemble sur le sujet vous intéresserait et du coup, j'ai fait un montage de cette conférence. Alors, si vous vous intéressez au chamanisme et si vous souhaitez en apprendre plus, je vous souhaite un excellent visionnage. Et vous préparez donc une petite boisson, moi-même j'ai ma petite bouteille d'eau avec mon verre, et puis vous nourrissez votre poisson rouge, votre chat, votre chien pour qu'ils se tiennent tranquilles pendant ce temps. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse être tranquille et que vous puissiez vraiment intégrer ce que je vous ai préparé. Alors, si vous faites ainsi, à la fin de ce séminaire qui durera à peu près 2 heures, vous aurez une meilleure vision de ce qu'est le chamanisme et de ce qu'il permet. Vous ne confondrez plus un thérapeute avec un chaman. Vous saurez comment pratiquer certaines techniques chamaniques. Et surtout, vous saurez comment solliciter votre animal de pouvoir et le garder auprès de vous. C'est ça qui est important. Le solliciter et de ne pas pouvoir le garder auprès de soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous saurez ainsi comment conserver votre intégrité énergétique, le plus important, récupérer votre pouvoir personnel et améliorer de ce fait, évidemment, votre bien-être et votre créativité. On a plein d'artistes avec nous aussi ce soir, je le sais. Juste pour vous dire vite fait qui je suis, parce qu'il y a quelques personnes, un certain nombre de personnes qui ne savent pas et qui ne connaissent pas qui je suis. Alors, je suis une spécialiste en rêve, je suis une spécialiste en symboles, en signes. J'ai passé toute ma vie à étudier ça. Je suis évidemment spécialisée en voyage chamanique, en mythes et légendes. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, les mythes et légendes, qu'est-ce que ça a à voir ? Ça a tout à voir. C'est hyper important parce que ce sont des codes, ce sont des clés, ce sont des symboles qui vont nous permettre de déchiffrer ce qu'il y a derrière un rêve ou un voyage chamanique. Et évidemment, en culture occidentale et en culture orientale. Alors, j'ai fait mes études en partie à l'INALCO de Paris. Alors, l'INALCO, c'est l'Institut national de langue et de civilisation orientale de Paris, où j'ai été diplômée, j'ai fait un 3e cycle en langue et en civilisation tibétaine. J'ai également fait des licences en civilisation de Mongolie, donc de Haute-Asie, d'Asie du Sud-Est, d'Inde, etc., etc. Donc, j'ai également fait mes études avec Francine René Saint-Taillandier-Perrault, c'est pas facile à dire, pour les études jungiennes. Francine est la personne qui a créé avec son époux Étienne Perrault les éditions La Fontaine de Pierre. Et c'est elle qui a publié, fait connaître en milieu francophone les livres de Marie-Louise von Franz sur les contes qui sont absolument extraordinaires, je vous les conseille tous, qu'elle a fait connaître, elle les a publiés, c'est elle qui a amené cette connaissance en France, parce que jusque-là, c'était écrit soit en anglais, évidemment en allemand, puisque Marie-Louise von Franz était suissesse, donc voilà, et ce sont des livres qui nous permettent d'intégrer, de comprendre les fonctionnements au niveau inconscient et les fonctionnements et de ce que nous allons, je dirais, comprendre du langage, de l'inconscient et de ce que nous allons voir dans notre écosystème personnel et dans nos voyages chamaniques. Et j'ai également fait mes études aux États-Unis avec Robert Moss pour le chamanisme. Là, j'ai passé il y a déjà peut-être 7 ou 8 ans, tous mes degrés de dream teacher, c'est-à-dire de prof de rêve, mais ce qui, dans notre langage, c'est-à-dire technicien, praticien du voyage chamanique. Voilà, donc j'ai plus de 37 ans d'expérience, j'ai aidé plus de 35 000 personnes à trouver des réponses à leurs rêves, à leurs voyages chamaniques, aux signes, aux synchronicités reçues. D'ailleurs, les personnes qui m'ont fait un petit coucou tout à l'heure, qui m'ont dit « Est-ce que vous êtes bien rentré de Saint-Sauveur ?» Je les ai rencontrées à l'occasion d'une conférence que j'ai faite à Saint-Sauveur, c'est-à-dire au Québec, dans les Laurentides, une région absolument magnifique. Et cette conférence portait sur la synchronicité. J'ai fait des centaines d'ateliers, des conférences, des séminaires, alors en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Amérique du Nord, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Voilà. Donc, j'ai étudié, comme je vous ai dit, le fonctionnement des rêves et de l'inconscient dans le cadre de la psychologie analytique, c'est-à-dire l'école jungienne. Et j'ai étudié les rites, les récits mythologiques, les mythes
de création de très nombreuses civilisations. Ça, c'est dans le cadre de mes études en général. Bon, enfin, j'en ai fait pas mal, donc dans le cadre de mes études. J'ai étudié évidemment le langage des contes, qui est également celui de notre inconscient, et la communication interculturelle, ce qui me semble quand même le minimum quand on s'adresse à différentes cultures, afin de connaître les codes de fonctionnement inconscient de nos cultures. Voilà, bref, vous avez compris, ce que je vous présente aujourd'hui est issu de mes différentes formations, de ma démarche pluridisciplinaire, et ainsi que de mes années pratiques sur le rêve et le voyage chamanique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus sur le chamanisme et les chamans. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Il serait d'ailleurs plus juste de conjuguer le chamanisme au pluriel, car il n'y a pas un chamanisme, mais il y a des chamanismes. Le chamanisme, c'est une pratique plusieurs fois millénaire, qui s'est adaptée à toutes les cultures et à toutes les religions. Pour les chamans, l'univers est vivant et tous ces éléments sont interconnectés. Le chaman sait également que certains éléments de l'univers lui sont cachés, mais qu'il peut les découvrir grâce à ses capacités et à certaines techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chamanisme est une méthode, comme dirait Michael Harner, qui est décédé il y a quelques mois, en fin d'année dernière, et non une religion, car il n'a ni dogme, ni doctrine, ni fondateur. Donc, c'est une méthode. Dans le chamanisme, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas une religion. Ce qui est central dans le chamanisme, c'est la communication et l'interaction avec les esprits. Ces esprits sont de différentes sortes. Ce sont les esprits de la nature. Alors, les animaux, les plantes, les minéraux, les éléments. Il y a des chamans, par exemple au Mexique, qui travaillent avec les esprits des minéraux. C'est très particulier, il y en a très peu parce que ça demande une connaissance vraiment, très peu sont choisis et c'est un chemin qui est très difficile. Mais il y a également les esprits des défunts. Il y a les esprits des ancêtres, ceux des êtres d'autres mondes, d'autres dimensions, y compris les démons. Ça fait aussi partie des esprits d'autres dimensions et d'autres mondes. Pour exercer son art, le chaman se sert de certaines techniques et de rituels pour communiquer avec les esprits sur lesquels il veut agir. Ces rituels utilisés peuvent être très différents les uns des autres. Ben, évidemment, ça dépend de l'ère culturelle. Les rituels qui vont être utilisés, par exemple, en Indonésie, ne seront pas du tout les mêmes que les rituels mongols, les rituels lapons ou les rituels que l'on va trouver au Gabon, en Afrique. Donc, les rituels dépendent de l'ère culturelle dans laquelle elles se trouvent, Donc, le rituel, il faut savoir que c'est une codification par symbole qui s'adresse aussi bien à l'inconscient personnel qu'à l'inconscient collectif. Un symbole permet de franchir plus facilement la barrière du mental analytique et critique et d'atteindre l'inconscient. C'est-à-dire que ça a un acte, ça a un impact. Et les différents symboles et rituels employés correspondent à la structure culturelle générale de la personne ou de la communauté. Comme tout ce qui existe, vous pouvez vous en douter, les rituels évoluent pour s'adapter à l'époque et à ceux qui les utilisent. Il n'y a pas de rituel figé, sauf dans quelque chose qui devient cristallisé et qui est en train de mourir. Donc, si un rituel auquel vous assistez vous laisse de marbre, ne provoque aucun écho en vous, c'est-à-dire aucune émotion. Quand je dis un écho, je ne vous dis pas qu'il faut l'analyser et le comprendre, c'est-à-dire qu'il ne provoque aucun état émotionnel. Ça signifie juste que ce rituel-là n'a aucun impact sur vous, qu'il n'est pas valable en ce qui vous concerne, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour une autre personne. Donc, si vous ne raisonnez pas avec un rituel, c'est que ça ne correspond pas à vous et à votre sensibilité. Par contre, le rituel peut être très juste et très bon pour une autre personne. D'ailleurs, je fais là une petite digression par rapport à Carl Gustaf Jung qui disait en gros qu'une religion est vivante
un courant spirituel, on va dire ça plutôt comme ça, un courant spirituel est vivant à partir du moment où le courant, environ entre 4 et 500 ans, ensuite ce courant spirituel meurt. Il se cristallise et devient un dogme, une religion. Voilà. Et d'ailleurs, on peut bien voir que beaucoup de personnes qui sont des prêtres, des officiants de X religion, quand ils font ça, c'est machinalement. Il n'y a pas de vie. Ça ne leur parle pas, même à eux. Alors, comment voulez-vous que ça parle à leurs ouailles? Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont des officiants et qui en parlent, qui disent, mais je ne le sens plus. Mais évidemment, parce que ça a perdu toute sa saveur, toute son intensité. Donc, revenons au chamanisme. Pour résumer, le chamanisme, c'est avant tout la communication et l'interaction avec les esprits, afin d'obtenir un bénéfice personnel ou social, une accumulation de pouvoir intérieur et un changement dans la vie extérieure pour soi ou autrui. Cette communication et interaction se fait grâce à l'entrée du chaman dans un état modifié de conscience. Le mot chaman est utilisé pour désigner une personne qui pratique le chamanisme, comme vous le savez. Donc, le terme chaman vient de la langue toungouze, qui est une langue ouralo-altaïque du nord et de l'est de l'Asie. Elle est parlée par les Toungouzes, un peuple de Sibérie et du nord-est de la Chine, qui comprend différentes ethnies, par exemple les Evenks, les Lamoutes, les Mandchous. Les Evenks, c'est ceux, lorsque vous voyez des reportages que l'on voit avec des grosses fourrures, avec des rennes partout, qui sont dans les plaines et qui s'occupent de milliers de rennes. En général, ce sont des Evenks. Donc, chaman vient du terme chaman ou saman, qui veut dire danser, bondir, remuer, s'agiter. Et ça fait référence au comportement du chaman pendant ces séances. Parce que le chaman fait un voyage dans les mondes subtils, dans lesquels il vit, il s'agite, il bondit, il remue. Donc, chaman, au départ, est un terme qui se réfère à un phénomène magico-religieux de Sibérie et d'Asie centrale et que nous avons emprunté de façon arbitraire. Aujourd'hui, ce terme est utilisé dans le monde entier, mais les peuples chamaniques traditionnels, comme ceux d'Amazonie ou du Mexique par exemple, préfèrent utiliser un mot comme brujo, qui signifie sorcier, ou curandero, qui signifie celui qui soigne, c'est-à-dire l'homme médecine, le traditionnel homme médecine en Amérique du Nord. Ces mots hispaniques sous-entendent que le chaman est un sorcier, un magicien, un medicine man, ce qui est tout à fait vrai. Mais attention, tous les sorciers, magiciens et guérisseurs ne sont pas chamans, sont loin d'être chamans. Alors, on va voir ensemble ce que signifie réellement le terme chaman. Le chaman est en premier lieu, et là je vais prendre la définition de Mircea Eliade, un grand spécialiste, celui qui a écrit le premier livre de compilation sur le domaine, et que je dirais, si ça vous intéresse véritablement pour aller faire des recherches plus approfondies, je vous conseillerais de vous l'acheter, de vous le procurer. Donc, ce livre s'appelle « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase ». Il a été publié aux éditions Payot. Et donc, en premier lieu, la définition du chaman, c'est être un maître de l'extase. Donc, le chaman est le spécialiste de l'extase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un spécialiste d'une transe, lors de laquelle son âme quitte son corps pour se rendre dans des mondes invisibles afin d'être instruite, guidée et d'obtenir des informations. Cette transe particulière est un état de conscience très actif. Attention, pas confondre avec quelqu'un qui part et qui ne sait même plus où il est. C'est un état de conscience très actif, doublé d'une intense concentration, lors duquel le chaman reste tout à fait conscient de ce qui se passe autour de lui dans la réalité extérieure.
Lorsqu'ils n'ont pas lieu au cours des rêves, parce qu'on peut avoir ce genre d'état dans un rêve où on est totalement lucide et actif et on intervient sur ce qui se passe, ces états modifiés de conscience sont appelés des voyages chamaniques. Donc, selon les cultures, ces voyages sont effectués au son du tambour ou alors après ingestion d'alcool, par exemple comme en Sibérie, tambour et alcool, ou de certaines plantes psychoactives, comme ça peut être en Océanie ou en Amérique du Sud. Mais l'ingestion de plantes, il faut quand même le savoir, ce n'est pas une condition sine qua non pour effectuer un voyage chamanique, mais elle est liée à des traditions et à des aires culturelles particulières. Cette ingestion fait partie d'un processus initiatique. Elle n'est pas utilisée à des fins récréatives, absolument pas. Le chaman n'a pas besoin de boire de l'ayahuasca ou des décoctions de peyote pour réussir à faire ses voyages chamaniques. L'utilisation seule du tambour suffit. Alors donc, le chaman, c'est donc ce qu'on peut appeler, avec cette transe, avec cet état de conscience modifié, ce qu'on peut appeler au sens large un rêveur. Mais attention, c'est un rêveur actif et un rêveur pratique, car il interagit avec des esprits et il obtient d'eux des informations pratiques et efficaces pour les autres et pour lui-même, qui vont lui permettre d'influencer et de modifier une réalité extérieure. C'est ça qui est important. C'est que là, il va intervenir sur la réalité extérieure. Et en général, ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on perçoit des choses qu'on influence la réalité extérieure. Le chaman va influencer la réalité extérieure. Donc, contrairement au médium ou au channel, il n'est pas l'instrument de ces esprits. Alors, tous les médiums ne le sont pas, mais certains le sont. Les médiums qui restent totalement conscients de ce qui se passe, mais par contre, d'autres non. Donc, contrairement aux médiums et aux channels, il n'est pas l'instrument de ces esprits car il ne tombe pas en leur pouvoir. Il n'est pas possédé par eux, mais il obtient leur collaboration. Il possède ce qu'on appelle une forme de maîtrise sur eux. Alors, donc, nous avons vu qu'il est un rêveur actif. Rêveur actif parce qu'il intervient, il agit sur les esprits, il obtient des informations et il peut, avec cela, commencer à influencer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le chaman est également un psychopompe, c'est-à-dire un être qui guide l'âme des morts dans l'au-delà. C'est ça que ça veut dire un psychopompe. Il y a des animaux qui sont des psychopompes naturels, par exemple comme les chiens, par exemple comme les chauves-souris. Donc, c'est en tant que psychopompe, il est le spécialiste de l'âme humaine et de son devenir. Alors, c'est un guérisseur, bien sûr. Mais attention, ce n'est pas un thérapeute. Un guérisseur de l'âme, absolument pas un guérisseur du corps. Parce que toute maladie qui n'est pas due à une perte d'âme n'intéresse pas le chaman et n'est pas de son ressort. Donc, si vous allez voir le chaman parce que vous avez fait une indigestion, ça ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, ce n'est pas de son ressort. Par contre, si votre maladie, si votre mal-être est dû à une perte d'âme, là oui, parce que là, le chaman va pouvoir aller dans les mondes invisibles, essayer de récupérer votre âme ou en tout cas de négocier le retour de votre âme. Et ça, c'est important. Donc, le chaman n'est pas un guérisseur du corps physique ou un thérapeute au sens occidental du terme. Il se distingue des guérisseurs, des sorciers, des magiciens et des médiums parce qu'il entre dans des états de conscience modifiés pour être instruit, obtenir des informations et agir sur le monde extérieur en y apportant un changement correspondant, c'est-à-dire un changement individuel si c'est une personne qui est venue le voir, un changement social si c'est pour sa communauté ou de son propre ressort, il agit sur un changement pour obtenir un changement environnemental. Il peut par exemple, j'ai vu des chamans qui faisaient venir la pluie, tout simplement. Et ça, c'est un travail chamanique. Donc ça, c'est un changement environnemental. Pour le bénéfice évidemment de la nature, pour le bénéfice de la communauté. Donc, ils voyagent dans le monde des morts pour les guider vers leur nouvelle destination.
il obtient la collaboration ou la maîtrise du monde des esprits sans être possédé par eux. Et la maîtrise sur les esprits montre que parfois, il a pu se battre avec eux pour les vaincre, ce qui donne au chaman un aspect guerrier ou du moins un aspect aventurier, au minimum. Et pour finir, et non des moindres, et ça c'est extrêmement important, sa parfaite connaissance de l'âme individuelle et de l'âme collective a montré au chaman que celui-ci se nourrissait d'histoire, que celle-ci se nourrissait d'histoire, c'est-à-dire l'âme se nourrit d'histoire. Et il a appris, grâce à cela, à devenir ce qu'on appelle un conteur, pour aider cette âme à revenir et à se reconstruire. Ça peut être l'âme de la personne, aussi bien que l'âme de la collectivité. Vous savez, les conteurs traditionnels, ceux qui allaient de village en village, il y a 150 ans, 200 ans, ou encore aujourd'hui dans certaines sociétés traditionnelles, comme j'ai pu le voir au Tibet, ben ce sont des chamans. Parce qu'ils influencent, ils vont changer la réalité de la, on va dire, de l'âme du collectif et de l'âme individuelle. Le conte n'a jamais été destiné aux enfants. C'est destiné à l'adulte parce que c'est une médecine. C'est la médecine de l'être humain, de l'être adulte. Ça lui permet de se soigner. Ça permet également à une collectivité de se soigner. Et ce qui est dramatique, c'est que nous perdons nos histoires. Nous perdons les histoires de notre famille, nous perdons les récits de notre clan, nous perdons les récits de notre collectif. Donc, pour résumer, un chaman est tout à la fois un rêveur, un voyageur de monde, puisqu'il va d'une dimension à une autre dimension, un psychopompe, puisqu'il accompagne les âmes vers leur prochaine destination, un guérisseur de l'âme et non un guérisseur du corps, un conteur, un guerrier, un aventurier. Voilà ce que c'est qu'un chaman. Ça n'a rien à voir avec un thérapeute. Ça n'a rien à voir avec un guérisseur, ça n'a rien à voir avec un sorcier. Rien. Même si à des moments donnés, ça se chevauche. Et d'ailleurs, il y a des cultures, en Afrique par exemple, ou même en Asie, où on a dans une communauté un sorcier et un chaman. Voilà, c'est la grande différence. Voilà, donc oui, le chaman guérit l'âme, mais pas le corps physique. Évidemment, si le problème physique vient de l'âme, il va guérir le problème physique. Mais si le problème physique ne vient pas de l'âme, ce n'est pas de son ressort. Voilà. Tout problème physique qui vient de l'âme, par exemple une grande dépression qui est due à une perte d'âme, peut être soignée avec le chamanisme. Tout ce qui vient d'une perte d'âme. Si ce n'est pas dû à une perte d'âme, non. Enfin, je suppose qu'un chaman pourrait peut-être s'y intéresser, mais en tout cas, ça ne l'intéresse pas, lui. Et quelque part, ce n'est pas forcément vers lui qu'on devrait se tourner. Donc, nous avons établi ce que c'est réellement un chaman. Ça va vous permettre de voir un peu quand des gens commencent à vous dire, parce que c'est la grande mode, ah ben moi je suis chaman. Ben, si la personne ne guide pas les morts dans l'au-delà, si la personne n'est pas capable de changer certaines réalités, si la personne n'est pas un conteur, si la personne, une conteuse on va dire, puisque c'est la personne, si elle ne va pas dans différents mondes, si c'est pas un rêveur, ben cette personne a certainement de très grandes qualités, mais c'est pas un chaman. Voilà, point. Il faut être clair. Donc, on va voir vraiment comment on va devenir chaman. Donc ça ne durera pas très très longtemps. Le chaman, il y a plusieurs façons de devenir chaman. Donc, au départ, le chaman a vécu ce qu'on appelle une crise mystique intense, souvent apportée par la maladie. Bon, il y a des personnes, moi j'en connais, qui sont morts 2 ou 3 fois, qui ont fait vraiment une expérience de NDE et qui ont été constatés cliniquement morts. Et ça a changé et ça, souvent, c'est un signe. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes font des NDE, c'est-à-dire Near Death Experiment ou alors des expériences de mort imminente sont des chamans. Mais certaines personnes
c'est une façon dont ils sont choisis. Par exemple, dans cette crise mystique, ils font des crises mystiques. J'ai connu un chaman d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie, qui est devenu chaman à l'âge de 7 ans, mais alors ça ne l'intéressait pas. Et il a été rendu malade et il a vécu plusieurs crises. Il a eu 3 crises comme ça dans son existence. Je vous en reparlerai un petit peu après. Donc, selon les cultures, la personne devient chamane parce que elle a été choisie par les esprits, ce que je viens de vous dire, même si elle n'en a pas envie. Et la plupart du temps, à 99% des cas, elle n'a pas envie d'être chamane. Elle accède à ce titre par filiation, parce qu'il y a une tradition de chamane. Par exemple, j'ai connu une dame qui a été adoptée, une dame coréenne, et cette dame n'était absolument pas. Elle a été adoptée bébé à 2 ou 3 mois, elle a été emmenée en Europe, et elle a fait un boulot, elle a fait des études, elle a fait un boulot tout à fait classique, etc., mariée avec des enfants, et à un moment donné, elle est devenue très malade. Et personne ne trouvait ce qu'elle avait. Et ils se sont rendus compte, et heureusement qu'elle a croisé le chemin d'une personne qui lui a dit, mais oui, là, c'est parce que tu as été choisi par les esprits que tu es chamane, que tu es, et la fille tombée de l'armoire, déjà, et d'une, c'était pas son univers, les chamanes, elle en avait strictement rien à faire, c'était pas son truc, et en plus de ça, cette personne, elle n'avait absolument pas envie, elle ne savait même pas pourquoi elle a été choisie, et alors elle a été choisie par filiation. C'est une Coréenne. En Corée, c'est une femme. En Corée, il y a la tradition des chamans Mudang. Les chamans Mudang, là, c'était sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, qu'elle n'a évidemment jamais connue, puisqu'elle a été abandonnée, qui était chamane et qui lui a transmis. Donc, filiation. Elle a été choisie, elle a été désignée, elle n'a pas eu le choix, elle. Et elle a été obligée d'abandonner un super poste pour on va dire, nos vues occidentales, pour se consacrer au chamanisme. Voilà, et devenir chamane. Ou alors, on a aussi la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on est choisi par les esprits et par filiation. Souvent, alors, par filiation, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une mère chamane vont devenir chamanes. Si la dame a eu, par exemple, 5 enfants, il y aura peut-être une personne, ou peut-être un petit enfant qui sera choisi en tant que chamane, pas forcément ses enfants, et pas forcément tous les enfants, en général un. Voilà. Alors, il y a des rares exceptions. Et alors, celles de personnes qui sont devenues chamanes par choix personnel. Traditionnellement, ce n'est pas vraiment ce qui se fait. Mais aujourd'hui, avec tous les courants occidentaux, ça arrive. Il faut savoir que ce sont des cas exceptionnels et que ces chamans seront toujours considérés comme ayant un pouvoir bien moins important que celui des autres chamans, c'est-à-dire les chamans qui ont été choisis par les esprits ou choisis par filiation. Donc, on peut devenir chaman par choix, ce qui est plutôt rare, parce que vous avez vu tout ce que ça veut dire être chaman, mais il faut savoir qu'un chaman, on va dire traditionnel, nous considérera toujours les personnes, si nous en faisons partie, considérera les personnes comme étant des personnes qui auront moins de pouvoir qu'un véritable chaman. Donc, dans les cultures traditionnelles, évidemment, vous vous en doutez, il n'y a pas de diplôme de chaman, il n'y a pas d'école de chamanisme, hein, très clairement. Le ou la future chamane, quand je dis chaman, c'est aussi bien homme que femme, hein, et d'ailleurs, il y a énormément de femmes dans le domaine chamanique, hein, beaucoup plus que d'hommes. Donc, le chaman est instruit par les esprits et éventuellement par un autre chaman qui le prend sous sa protection. Toutefois, il faut savoir que ceux qui initient véritablement le chaman sont les esprits, car c'est avec eux qu'il devra travailler et collaborer. C'est vraiment ça qui est important. Il devra se mesurer à eux et les confronter, car les esprits ne vont avoir de cesse de le tester. Il sera régulièrement testé. Alors, globalement, le statut de chaman, vous avez pu un petit peu deviner par rapport à ce que je vous ai dit, n'est ni recherché, ni envié, car c'est un chemin qui implique une vie d'isolement et d'ostracisme. Pourquoi ? Tout simplement, le chaman, le vrai chaman,
Pas celui qui se déguise et qui fait semblant d'eux et qui croit que, hein, le vrai. Le vrai chaman est un être qui a du pouvoir, c'est un être qui fait peur. Évidemment, à partir du moment où vous avez du pouvoir, vous faites peur. Parce qu'il y a des chamans qui utilisent le pouvoir sur les autres aussi. Le chaman ne veut pas dire être spirituel, particulièrement spirituel et tout blanc et tout lumineux. Vous avez de tout dans le monde chamanique, de tout. Donc, toutes les personnes qui aimeraient emprunter cette voie et qui ont les caractéristiques dont nous avons parlé avant, décrites plus haut, devraient avoir ça à l'esprit. Donc, un chaman, la voie du chamanisme n'est pas facile. Parce qu'automatiquement, ça va vous isoler des autres. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la personne que je connais qui est chamane et qui vient d'Indonésie. Cette personne, elle en a eu marre. Alors, à 7 ans, elle s'est retrouvée à être obligée d'apprendre des choses qui faisaient référence au chamanisme et à la guérison. Donc, vous voyez, ce petit garçon, c'est un homme. À un moment donné, il s'est rebellé, il a dit non. Ensuite, il a été tellement malade qu'il a été obligé d'accepter. Ensuite, il a eu à nouveau une crise à 12 ans, exactement la même chose. Les esprits l'ont rendu malade. Et ensuite, à 19 ans, rebelote. Et à 25 ans, il était marié, il avait des enfants parce que dans son coin, on se met très tôt en ménage et on a des enfants assez tôt. Et puis là, maintenant, il a une quarantaine d'années et il a accepté. Mais il a mis du temps. Vous voyez, entre 40 ans, il a mis plus de 30 ans à vraiment accepter on va dire, sa voie de chaman. Donc, il faut le savoir que ce n'est pas une voie qui est facile, ce n'est pas du tout de l'amour. Voilà. Alors, la question qui se pose souvent, et on me l'a posée par mail, non, par petite question, voilà. La question qui se pose souvent est celle du lieu dans lequel devrait exercer le chaman. Bon. Il y a 150-200 ans, notre monde occidental était à 85% rural. Évidemment, le chaman se trouvait dans les zones rurales, avec les populations rurales. Il faut savoir que le chaman existe depuis des millénaires, dans toutes les cultures et dans tous les environnements. Dans la culture occidentale et dans la culture européenne aussi. Évidemment, les derniers chamans, ce sont les Lapons actuellement. Mais nous avons eu des chamans pendant très très longtemps. Et donc, le chaman a toujours fait partie intégrante de la société dans laquelle il vivait. Notre société hyper connectée et en même temps évidemment totalement déconnectée a besoin de chamans qui peuvent exercer une influence au sein d'un contexte culturel moderne. Parce qu'on a vu dans la définition du chaman que le chaman est celui qui va exercer une influence. C'est ça qui est important, grâce aux esprits. Donc, oui, il y a des esprits de la nature et beaucoup évidemment se retrouvent à l'extérieur des cités. Mais nous pouvons en rencontrer dans les parcs et les espaces verts. Le vent, la pluie, le soleil, l'air, l'eau, qui sont des esprits de la nature, se manifestent dans nos cités. Parce que là, franchement, si on n'avait pas ces éléments de la nature qui se manifestent dans nos cités, on serait un peu mal parti là, ça serait pas top. En ce qui me concerne, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, les esprits des morts, des ancêtres et des différents mondes se trouvent où que nous soyons. Plus il y a une concentration d'êtres humains, plus nombreux sont les chamans. Pour exemple, les esprits des morts se trouvent en concentration importante dans les hôpitaux. Et ces hôpitaux, par définition, ne se trouvent pas en pleine campagne. Ils se trouvent au milieu des grandes villes. Donc, sauf s'il est né dans une société traditionnelle, le chaman ne se cantonne pas aux environnements naturels et ne se terre pas au milieu d'une forêt première ou en haut d'une montagne inaccessible. Être chaman dans un tel contexte, c'est très agréable et c'est aussi plus facile. Bon, évidemment, c'est naturel pour une personne née dans un contexte traditionnel d'exercer au sein de sa communauté. Mais pour nous, ça ne l'est pas vraiment.
Donc, si vous voulez méditer, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une grotte en haut de l'Himalaya. C'est exactement la même chose pour la pratique chamanique. Le chaman se doit d'être dans la société et non en dehors de la société. Il est là pour ça, il est là pour être dans la société. Si vous êtes un rêveur, évidemment, un marcheur de monde, comme on a vu au départ la définition de chaman, et si vous êtes capable d'établir un lien de confiance avec les esprits, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez toujours pratiquer votre art. Ce que je dirais, c'est que le véritable chaman vit au sein d'une société sur laquelle il peut agir, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, isolée ou surpeuplée. On m'a posé aussi des questions sur les outils chamaniques. Donc, étant donné que le chaman existe dans toutes sortes de cultures, ces outils seront ceux de sa culture d'origine ou avec ceux avec lesquels il aura des affinités. Ça, c'est important. Ce sont des outils avec lesquels il a un lien émotionnel et qui sont porteurs d'un symbole vivant pour lui. Attention à un mot important, c'est vivant. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça fonctionne. L'outil matériel n'est pas ce qui fait de lui un chaman efficace. Absolument pas. L'outil matériel peut être un support, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être un bon ou un mauvais chaman, ou un chaman ou pas un chaman, plutôt. Donc, c'est soit on est chaman, soit on ne l'est pas. On n'est même pas bon ou mauvais, ça ne veut rien dire. Soit on correspond à des caractéristiques, soit on ne les a pas. Donc, ces véritables outils, mais ça incontournable, sont sa capacité à voyager entre les mondes et ses alliés, c'est-à-dire son animal de pouvoir et les esprits avec lesquels il collabore. Ça, ce sont ses outils, c'est-à-dire sa capacité à voyager. Est-ce qu'il est capable ou pas d'entrer dans d'autres mondes et d'aller collaborer avec des esprits? Et on va voir dans quelques instants le rôle de l'animal de pouvoir, mais par contre, on va juste parler un petit peu avant de la cosmogonie tripartite de chamanique. Ça, c'est important. Mais ça dure vraiment pas longtemps parce que je voulais juste que ça soit clair, mais sans m'appesantir dessus. Donc, le chamanisme, tout le monde, je pense, en a entendu parler, divise le monde en 3 régions. La terre, le ciel et le monde souterrain. Et ce monde souterrain est parfois appelé les enfers, mais ça n'a rien à voir avec l'enfer judéo-chrétien. Ces 3 régions, sont reliées les unes aux autres par un axe central que le chaman emprunte pour effectuer ses voyages. Cet axe central, d'ailleurs, il est souvent symbolisé par un arbre et je dirais dans nos traditions, nous avons des traditions qui sont encore vivantes aujourd'hui, ne serait-ce que la tradition de l'arbre de Noël qui est typiquement chamanique. J'ai écrit un article sur l'arbre de Noël, sur Noël et notamment l'arbre de Noël. Vous pouvez retrouver ça dans mon blog et vous pourrez le lire. C'est une tradition chamanique. Lorsque nous avons, par exemple en Allemagne, la fête du carnaval et que au mois de février et qu'on coupe un arbre et qu'on plante un arbre, enfin un mât plutôt pendant toute une semaine et qu'à la fin on le coupe, c'est encore une tradition chamanique où l'on doit monter sur le mât, etc. Donc cet axe central, il reste de cette tradition chamanique. Donc cet axe central passe par une ouverture que peuvent traverser évidemment les chamans, les dieux des mondes supérieurs et les morts des régions souterraines. Lors de son voyage chamanique, le chaman qui va d'une région à une autre, par l'axe central, reliant les 3 mondes, expérimente ce qu'on appelle une rupture de niveau. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il entre dans un état de conscience modifié qui va lui permettre la communication et l'interaction avec les esprits. Les 3 régions cosmiques dans lesquelles il voyage et qui sont composées de multiples strates chacune, donc il y a 3 régions, mais ensuite chaque région est divisée en une infinité de régions. Et d'ailleurs, le chaman, quand il commence à faire son travail, il cartographie ces régions. C'est son travail de savoir où il va, va faire une cartographie de chaque région dans laquelle il va pénétrer. Donc, ces 3 régions sont le monde d'en bas, qui est lié aux énergies de la Terre, qui ne nous est absolument pas hostile et où se trouvent nos animaux de pouvoir. Alors, les animaux de pouvoir, c'est-à-dire les esprits des animaux, des végétaux et des minéraux.
le monde d'en haut, qui a des énergies fluides et éthérées dans lesquelles séjournent les êtres plus spirituels, et le monde du milieu, qui est le nôtre. Et ce monde, c'est un monde qui se divise en deux, entre une partie visible et une partie invisible. Dans la partie invisible demeurent les esprits des êtres décédés liés à la matière. Et dans la partie visible se trouve tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Évidemment, ça nous l'expérimentons tous les jours. On va maintenant parler de l'animal de pouvoir, qui passionne évidemment toutes les personnes qui sont intéressées par le chamanisme. C'est l'incontournable. Alors, je vais utiliser le terme animal de pouvoir et non animal totem, car ce dernier, il est surtout employé par les membres d'une communauté traditionnelle. Certains animaux sont les protecteurs d'un clan, d'une famille, d'un peuple, d'une communauté. Et si vous, ou si nous, tout simplement, nous ne connaissons pas le protecteur de notre clan ou de notre famille, je dirais qu'il est beaucoup plus respectueux d'utiliser l'expression animal de pouvoir plutôt qu'animal totem. Laissons ça aux tribus traditionnelles. Moi, j'ai connu en Afrique, par exemple, des personnes qui avaient un animal totem qui était le jaguar. Et le guépard, pardon. Et qui, lors de la mort d'une grand-mère, à la veillée, ont vu les guépards arriver et entourer le mort qui était en train d'être veillé à l'extérieur, au milieu du village. Et ils sont restés, ils ont veillé jusqu'au lendemain matin, ils sont partis. Et mon ami qui était pourtant africain était extrêmement paniqué et était troublé parce que, évidemment, c'était un Africain occidentalisé, donc il n'avait pas cette habitude-là. Voilà. Donc, pour tous ceux qui connaissent, qui ont un clan, qui connaissent l'animal de totem, leur animal totem, évidemment, vous pouvez dire animal totem, ça c'est tout à fait logique. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas reliées à un clan, qui ne connaissent pas, le mieux, c'est d'utiliser le terme animal de pouvoir. Alors, animal de pouvoir, ça comprend également, alors c'est un sujet très vaste, je dirais, c'est ce qu'on appelle un allié. Et les alliés peuvent être évidemment de nature animale, mais sont également les végétaux et les minéraux de pouvoir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les chamans utilisent préférablement le terme allié à celui d'animal de pouvoir. Nous pouvons effectivement avoir des alliés qui sont des végétaux ou des minéraux. Comme je vous ai dit, ça arrive. J'ai rencontré une personne qui était liée aux minéraux. C'est assez rare, mais ça arrive. Et les végétaux, c'est bien plus fréquent. Alors, traditionnellement, chaque être humain naît avec un, voire deux esprits protecteurs à ses côtés, dont la forme la plus commune est la forme animale. Ces esprits protecteurs sont chargés de nous accompagner lors de notre voyage sur Terre et sont toujours, même s'ils appartiennent à une espèce féroce, bénéfiques pour la personne qu'ils vont protéger. Ils sont chargés de veiller sur nous, de nous guider, de nous protéger et de nous aider à franchir les obstacles que nous pouvons rencontrer. Évidemment, pour que les alliés puissent remplir correctement leurs fonctions, il est nécessaire que leurs protégés soient au courant de leur existence, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, évidemment. Pour le chaman, la connexion avec l'allié de naissance, l'animal de pouvoir, est fondamentale car celui-ci l'accompagne dans ses voyages chamaniques où le danger rôde. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et cet animal de pouvoir, cet allié, va lui servir de protecteur et lui permet de trouver son chemin dans la multiplicité des mondes qui se déploient devant lui lors de ses différents voyages. En gros, pour faire une comparaison que tout le monde va pouvoir comprendre, l'animal de pouvoir se trouve être la boussole du chaman. Et personne n'aimerait se retrouver en territoire inconnu sans une boussole qui lui permettrait de retrouver son chemin. Un chaman sans son allié, son animal de pouvoir, ça n'existe pas. Bien que nous naissons tous avec un animal de pouvoir, nous pouvons également recevoir l'aide d'autres protecteurs, d'autres alliés, d'autres animaux, de végétaux, de minéraux, qui décident de nous accompagner pour un temps donné et selon nos besoins. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer des mois, voire des années. Mais l'animal de naissance, le protecteur de naissance, c'est celui qui restera avec nous jusqu'à la fin.
Sauf évidemment si nous l'ignorons ou bien si nous le méprisons, si nous en avons eu connaissance et qu'on n'en a strictement rien à faire, ou qu'on estime que c'est une idée totalement ridicule et qu'on trouve qu'il faut être un petit peu arriéré pour croire à ce genre de choses. Donc, dans un cas pareil, notre allié peut tout à fait décider de nous quitter, ce qui entraînera une faille énergétique en nous, voire une perte d'âme. Les animaux de pouvoir ne sont pas forcément ceux vers lesquels nous sommes attirés. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, je suis très attirée par tel et tel animal, mais je pense que c'est ça mon animal de pouvoir. » Peut-être, mais pas forcément. Il faut faire un, voire plusieurs voyages chamaniques pour découvrir la nature de notre animal de pouvoir. Commencer à faire sa connaissance et établir un lien de confiance avec lui. Il y a des personnes à mes ateliers qui l'ont tout de suite. Il y a des personnes qui doivent recommencer plusieurs fois. Et même dans les sociétés traditionnelles, je connais des personnes qui ont fait des mois et des mois de voyage. Ça dépend. Et d'autres qui ne sont même pas d'une société traditionnelle ont eu l'animal de pouvoir tout de suite. Chaque personne est différente. Donc, il arrive aussi que l'animal de pouvoir se manifeste à la personne par le biais de ses rêves, et c'est d'autant plus flagrant lorsqu'il revient à plusieurs reprises. Alors, j'aimerais dire que l'animal de pouvoir, c'est personnel, et que ce n'est pas vraiment indiqué de dévoiler à tout venant sa nature. Il y a plein de gens qui m'ont écrit « Ah ben mon animal c'est un tel et un tel ». Bon, moi je n'en ferai rien évidemment, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui vous avez en face et ce que va faire la personne. Vous n'en savez rien. Donc, si vous voulez parler de votre animal de pouvoir, par exemple à une personne de confiance, demandez la permission de votre animal de pouvoir avant d'en parler. Et je dirais un petit mot aussi à propos des personnes qui vous disent quel est votre animal de pouvoir. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah ben j'ai un tel qui m'a raconté et qui m'a dit que mon animal de pouvoir c'était, je sais pas, une biche, une gazelle ou un rhinocéros. » Je trouve que ça s'appelle un abus de pouvoir, tout simplement. Alors évidemment, ça ne va pas forcément plaire ce que je suis en train de dire. Mais je trouve que c'est s'arroger un droit qu'on n'a pas. Et nous, malheureusement, on est toujours prêt à donner notre pouvoir aux autres, donc à leur donner la possibilité d'intervenir. Je dirais que l'animal de pouvoir, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité de le trouver et d'établir une connexion avec lui. Parce qu'une fois qu'on vous a dit que votre animal de pouvoir était un zèbre ou un ours, qu'est-ce que vous en faites? C'est à vous de le trouver. Il faut déjà savoir si c'est vraiment un zèbre ou un ours, ce qui n'est pas toujours sûr. Souvent, ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous commencez à essayer de communiquer avec lui et d'établir un lien. Donc, moi, j'ai des personnes qui sont venues à mes ateliers. Moi, je ne dis jamais à qui que ce soit, quand bien même je peux le voir, leur animal de pouvoir. Je trouve ça juste pas possible. Donc, j'ai des personnes qui sont venues à mes ateliers en pensant connaître leur animal de pouvoir parce qu'on leur avait dit, et qui ont été vraiment surprises en découvrant par elles-mêmes un animal tout à fait différent. Ils sont sortis de l'atelier ou même de l'exercice en disant « mais ça n'a rien à voir ». Ben oui, c'est pour ça que c'est important que vous fassiez le travail vous-même. Alors peut-être que vous avez dans votre entourage une personne extrêmement costaud, bien, qui vous a dit quelque chose qui était juste. Mais ça, c'est à vous d'aller voir. Si vous voulez récupérer votre pouvoir personnel, il faut déjà commencer par ça. Commencez par faire votre travail, commencez par à voyager, rencontrer votre animal de pouvoir et établir un lien avec lui. Donc, il faut que vous fassiez votre propre expérience et que vous établissiez une connexion personnelle avec votre allié, car celui-ci existe réellement. Ce n'est pas juste une idée qui est sympathique. J'ai un dauphin comme animal de pouvoir, c'est joli, je porte un dauphin autour de moi. Oui, mais t'en fais quoi? Ben, rien. Non. Un animal de pouvoir il existe, c'est réel. Ou j'ai, je ne sais pas, le peuplier ou le chêne qui est mon végétal de pouvoir. Il faut que donc cet animal de pouvoir, cet allié, on va dire ça plutôt comme ça, parce qu'il y a des végétaux et des minéraux, comme je vous ai dit, existe réellement et se trouve être la source de votre propre pouvoir personnel. Donc vous voyez que c'est hyper important. Et les alliés sont un enjeu capital pour les chamans. Il y a énormément de récits, si vous vous intéressez un peu à ce domaine, dans lesquels il est question d'animaux de pouvoir qui ont été volés
entre chamans, hein, je ne parle même pas de personnes qui ne sont pas chamanes, et qui les stockent. Alors, évidemment, les animaux de pouvoir, vous avez certainement entendu dire que le chaman va les stocker dans son plexus solaire. Et il y a des batailles comme ça, entre chamans, où on essaye de récupérer ou de s'assujettir l'animal de pouvoir d'un autre chaman. Donc, pour éviter que ça ne vous arrive, bah, moi, je dirais garder son identité secrète et commencer par prendre, alors, évidemment, la connexion, la collaboration et commencer par prendre soin de votre allié. Alors, comment peut-on… Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en dehors du voyage que je vous ai préparé, du petit document et que vous allez pouvoir faire pour découvrir quel est votre animal de pouvoir, vous pouvez faire un voyage, lorsque vous serez un petit peu exercé, que vous aurez un peu l'habitude, vers votre plexus solaire pour voir quel animal s'y trouve et commencer à faire sa connaissance. Donc, et une fois que vous aurez trouvé votre allié, moi, ben, la seule chose à faire, c'est de s'exercer. Comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire, il faut établir une relation avec lui en communiquant régulièrement, en jouant avec et en lui faisant des offrandes. Oui, c'est important de jouer avec. Ce qui est important dans cette histoire-là, c'est de pouvoir s'amuser, de pouvoir rire et de pouvoir vraiment prendre du plaisir avec son animal de pouvoir en jouant et en lui faisant des offrandes. Alors, les offrandes, c'est facile et c'est simple. Si votre animal, je vous donne un exemple, mais ça peut être n'importe quel animal. Si votre animal est un ours, vous pouvez consommer ses aliments favoris en les lui consacrant, c'est-à-dire en lui disant, voilà, vous pouvez manger des baies, vous pouvez manger du miel, vous pouvez manger du saumon, et quand vous le mangez, vous faites appel à votre animal de pouvoir en disant, vous y pensez, vous dites, voilà, c'est pour toi. Je mange ça pour toi et mangez en conscience. C'est aussi simple que ça. Pour les végétariens ou pour les personnes qui ont par exemple un scarabée en animal de pouvoir, donc les végétariens qui ont des animaux de pouvoir carnivores, vous pouvez donner en pensée énergétiquement de la viande, du poisson, dont vos animaux de pouvoir pourront se régaler. Vous n'êtes pas obligé d'en manger. Vous le faites en conscience, vous le donnez, vous centrez, vous essayez de faire le vide, donc vous vous centrez, vous commencez à établir un contact avec votre animal de pouvoir et vous visualisez votre don et vous lui donnez. C'est aussi facile que ça. Alors, n'oubliez pas que l'animal de pouvoir fait partie de votre structure énergétique et que vous pouvez tout à fait manger quelque chose qui le satisfera ou alors lui offrir, comme on vient de le voir, sous forme d'énergie. Donc, la seule chose qui est importante dans cette histoire, c'est de laisser votre créativité s'exprimer. Là, c'est à vous de faire fonctionner votre imagination. L'animal de pouvoir est ce qu'on appelle le partenaire essentiel, vital et incontournable sans lequel le chaman ne pourrait pas faire son travail. Donc, malheureusement pour nous, c'est un partenaire dont nous avons culturellement oublié l'existence, qui nous a peut-être quittés, mais que nous pouvons retrouver si nous nous en donnons la peine. Voilà. Vous pouvez, oui, très important, vous pouvez avoir un animal qui n'est pas du règne, on va dire, de la matière, c'est-à-dire vous pouvez avoir un dragon, vous pouvez avoir un phénix, vous pouvez avoir une sirène, qui n'est pas forcément un animal, mais bon, un dragon, un phénix, vous pouvez avoir une licorne, des animaux comme ça qui sont vos animaux de pouvoir. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vais parler des fameuses techniques, de quelques techniques que nous allons pouvoir aborder et auxquelles les chamans ont recours dans leur vie de tous les jours. Et nous, on peut également s'en servir, même pour répondre à une personne, même si nous ne sommes pas particulièrement chamans, évidemment. Et on peut se servir, on peut faire des voyages chamaniques, c'est pas pour ça qu'on va influencer, qu'on va faire pleuvoir, mais on va pouvoir obtenir des informations. Donc, il faut savoir que toutes ces techniques s'appuient, toutes sur l'état de conscience modifié qu'on appelle le voyage chamanique. Comme je vous ai dit, un voyage, c'est une perception, c'est une entrée, un état de conscience modifié avec une concentration intense. Donc, pour rester sur le sujet de l'animal de pouvoir, les chamans utilisent la méthode de l'intégration. Ce qui signifie que pour arriver à leur but, ils vont fusionner
avec leur animal de pouvoir pour un temps donné, c'est-à-dire celui de leur voyage. Alors, ce qui représente pour le chaman devenir énergétiquement l'animal en question, et ce qui lui permet d'utiliser les sens et les qualités de son allié pour obtenir satisfaction. Cette technique n'est pas à confondre avec la possession. Je vous l'ai dit, le chaman reste tout à fait conscient de ce qui se passe pendant ce temps dans le monde extérieur. En utilisant l'intégration ou la fusion, il verra ses sens augmenter par l'ajout des capacités de son animal de pouvoir, par exemple. Voilà. Si son animal de pouvoir est un ours polaire, il pourra sentir à la manière de cet ours, qui est capable de détecter une femelle en chaleur à 160 km de distance. C'est énorme. Vous vous rendez compte, avoir un odorat qui est aussi fin. Il pourra entendre comme une chouette de Laponie qui perçoit les battements d'un cœur, d'un rongeur sous 45 cm de neige, alors que la chouette se trouve à 100 mètres. Elle n'est pas là, elle n'est pas à 45 cm. Il y a 45 cm de neige, il y a le rongeur qui est en dessous et la chouette, elle se trouve à 100 mètres. Évidemment, à 100 mètres, elle n'est pas par terre, elle est en l'air. Ou alors, un petit peu, peut-être à 100 mètres du point de vue horizontal, mais quand même, une chouette, c'est un oiseau, donc ça vole. Donc, il pourra cartographier les sources de chaleur d'une zone géographique, comme peuvent le faire le serpent. Ce qui va, par exemple, lui permettre de retrouver un enfant perdu. Si vous faites votre voyage chamanique, vous êtes chez vous, vous êtes chaman, vous avez le serpent comme allié. Pas forcément comme allié de naissance, mais qui peut être venu, que vous avez réussi à apprivoiser. Je ne parle pas d'un serpent réel, mais le serpent énergétique. Vous allez utiliser sa capacité de cartographier les sources de chaleur. Vous allez scanner l'aire géographique avec votre vision intérieure. Vous allez scanner l'aire géographique où s'est perdu l'enfant et vous allez pouvoir voir où il peut se trouver. Et là, on influence la vie matérielle, c'est-à-dire on va pouvoir trouver l'enfant avant que par exemple, des prédateurs s'occupent de lui, qu'il tombe dans une faille, qu'il meure de soif, etc., etc. Donc, il pourra se fondre dans le paysage, par exemple, et regarder en même temps derrière lui, devant lui, s'il emprunte les qualités du caméléon. Tous les alliés, du fait de leur nature, possèdent un certain nombre de capacités que vous pouvez intégrer, mais pour ce faire, il vous faudra déjà connaître votre allié, quel est votre allié, donc établir une bonne relation avec lui, et ensuite qu'ils acceptent de fusionner avec vous. Mais c'est tout à fait possible. Si vous connaissez votre animal de pouvoir, alors évidemment si vous ne le connaissez pas, il faut faire toutes les étapes d'avant, mais si vous connaissez votre animal de pouvoir, vous pouvez lui demander, si vous avez une relation avec lui, d'emprunter ses capacités. Et vous pouvez fusionner avec lui. Ça se fait en général sous une forme de danse. Évidemment, comme j'ai dit, il faut son autorisation. Et en général, ça se fait sous une forme de danse qui apporte un lâcher-prise du mental en vue de la fusion des sens du chaman avec ceux de l'allié. Une danse où on adopte plus ou moins la façon dont l'animal bouge. Mais ça peut se faire aussi tout simplement du cœur, de cœur à cœur, de votre cœur au cœur de votre animal. Donc, rien ne vous empêche de votre côté, après avoir établi une relation de confiance, j'insiste là-dessus, avec votre allié, de lui demander la marche à suivre. Parce que votre allié saura. Parfois, votre allié fond en vous tout simplement. Point. Vous lui demandez et il le fait. Et il fusionne. Donc, ça, c'est la première technique. C'est une technique extrêmement intéressante. Si vous avez, par exemple, vous avez besoin de faire les choses très rapidement, vous avez l'impression d'être en retard, vous avez un allié qui court vite, ça peut être une autruche, ça peut être un guépard, ou un oiseau qui vole très vite, ou un dauphin qui va très très vite, vous fusionnez avec lui et vous lui demandez la voie à suivre pour commencer à devenir plus rapide. Faire. Et là, vous aurez des réponses. Donc, une autre technique qui implique un animal est celle du voyage avec le colibri. Le colibri est utilisé pour renforcer le cœur afin d'aider la personne à traverser les tempêtes de la vie et à mieux se connecter à leur cœur en lien avec leur âme. Donc, ce lien doit être maintenu.
est renforcé, donc le lien à notre cœur, et le cœur conduit à l'âme. Ça doit être maintenu et renforcé, car ce n'est que par un travail spécifique avec le cœur que l'être parvient à percevoir la nature de la réalité. Et les chamans, ce sont les personnes qui perçoivent le mieux la nature de la réalité, qui ont la meilleure perception. Nous savons intuitivement que le monde n'est pas ce qu'il nous semble être. Et le travail avec le colibri va nous permettre de renforcer le lien entre notre cœur et notre âme et de créer une porte d'accès qui nous permettra d'entrevoir la nature de notre réalité. Donc, la troisième technique, elle est également en relation avec l'animal de pouvoir. Alors, j'imagine que, bah oui, d'ailleurs je l'ai vu tout simplement, que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'on doit faire si jamais l'animal de pouvoir nous avait quittés, évidemment, si on n'a plus de relation avec cet animal de pouvoir. Ça, je pense que vous le savez. Alors, ce que vous allez faire, c'est de penser à l'époque de votre vie où vous étiez le plus heureux, le plus en harmonie. Ça peut être une époque lointaine, quand vous étiez très jeune, ou adolescent, ou jeune adulte, ça n'a pas d'importance. Une époque où vous étiez le plus heureux et le plus en harmonie, où vous sentiez qu'il y avait de l'harmonie. Alors vous pensez à ça. Ensuite, quand vous êtes arrivé à cette époque-là, vous pensez à une scène particulière dans laquelle vous rayonnez. Une scène qui vous fait chaud au cœur. Quand vous pensez à cette scène, vous vous dites « Waouh, waouh, qu'est-ce que j'étais bien ». Vous essayez ensuite de vous remémorer la scène de la manière la plus précise possible. Vous allez noter tous les détails, toutes les personnes présentes, s'il y a des personnes présentes, tous les détails de la scène, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Lorsque vous avez récolté tous les détails de la scène, vous fermez les yeux, vous mettez votre enregistrement de tambour et vous commencez tranquillement à scanner énergétiquement le lieu. Vous devez ressentir les odeurs, entendre les sons, voir les couleurs, ressentir le vent sur votre peau si par exemple vous étiez à l'extérieur, percevoir le goût des aliments si vous étiez en train de manger. Cette expérience doit être vivante, colorée, pleine de vie. Vous savez, la chose la plus importante dans le domaine qui nous intéresse, et même d'ailleurs dans des domaines de développement autres, par exemple de techniques bouddhistes, de techniques taoïstes, ce qui est important, c'est de faire qu'une scène devienne vivante. À partir du moment où elle devient vivante, elle existe et on peut agir dessus. Donc cette scène doit être vivante, colorée, pleine de vie, juteuse, je dirais. Vous devez vraiment avoir la sensation d'y être et de ressentir les émotions que vous aviez à ce moment-là. Alors peut-être que vous devrez recommencer plusieurs fois cette expérience, mais surtout, ne baissez pas les bras. C'est important. Donc, une fois, oui, alors ça vous le faites si vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à trouver votre animal de pouvoir. Votre animal de pouvoir vous a quitté. Vous faites les exercices, vous voyez qu'il n'y a jamais d'animal de pouvoir à l'arrivée, commencez à faire cet exercice-là. Donc, une fois que vous aurez la sensation d'y être vraiment, vous commencez à scanner, comme je vous ai dit, énergétiquement votre entourage et essayez de percevoir s'il y a un allié à vos côtés. S'il est là, si vous percevez une forme animale ou peut-être autre chose, présentez-vous et dites pourquoi vous êtes venu. Vous devez lui demander alors, essayez d'établir un lien. Présentez-vous, essayez de voir qui il est, s'il était votre animal de pouvoir, demandez pourquoi il vous a quitté, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez faire à plusieurs reprises, ça ne marchera peut-être pas d'un seul coup, et peut-être qu'il voudra juste commencer à discuter avec vous sans revenir. Ça ne doit pas vous décourager. Si vous trouvez cet animal de pouvoir, c'est important. Donc, continuez votre quête. Donc, vous devez lui demander de revenir et de le convaincre, de vous faire confiance. Parce que, évidemment, l'animal de pouvoir nous a quittés. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous fait plus confiance et qu'il n'a rien à faire avec nous. Non pas qu'il n'en a rien à faire de nous, mais qu'il n'a plus rien à faire avec nous puisque nous l'ignorons totalement, voire le méprisons. Donc, ce que vous devez faire de votre côté, c'est de lui donner toutes les garanties que vous avez changé. Évidemment, si vous n'étiez pas au courant, vous ne pouviez pas savoir. Et parfois, nous agissons avec ignorance ou stupidité.
Donc, vous devez lui dire, vous devez lui prouver, devez lui dire que vous n'allez plus l'ignorer, que vous saurez prendre soin de lui et qu'il ne s'ennuiera pas en votre compagnie. Alors là, vous allez dire, non, celle-là, alors il faut qu'on s'amuse et qu'on ne s'ennuie pas. Ben oui, ça c'est important. L'animal de pouvoir a envie de s'amuser, a envie de liberté non pas de se débarrasser de vous, mais de pouvoir se sentir libre et fluide. Donc, qu'il ne s'ennuiera pas avec lui, qu'il va avec vous, qu'il va vivre une vie intense, intéressante, émerveillée. Et donc, comme je vous ai dit, ça peut vous demander quelque temps. C'est à vous de trouver un compromis. Peut-être qu'il voudra revenir pour la journée, ou une fois de temps en temps, ou le week-end, mais pas tout le temps. Donc, trouvez un compromis, et c'est à force d'insister. Et avec votre bonne foi, qui feront qu'il acceptera de vous accompagner. Mais pour certains, l'animal de pouvoir reviendra tout de suite. Hein. Ça, c'est très clair. Et la quatrième technique, donc là, c'était par rapport à l'animal de pouvoir. La quatrième technique dont je vais parler est celle du transfert de voyage chamanique. Si vous avez dans votre entourage une personne qui a besoin d'aide, la meilleure des choses, c'est de faire pour elle un voyage chamanique. Lorsque vous vous installez pour faire ce voyage, vous devez juste demander à votre animal de pouvoir, à votre allié, de vous montrer ce dont votre ami a le plus besoin. Ne donnez aucune directive et ne soyez pas dans la projection. Accueillez ce qui vient, car ce que vous pensez n'a probablement rien à voir avec les besoins de la personne. Soyez le plus ouvert possible et partez en voyage en faisant confiance à votre allié qui vous montrera ce qu'il faudra. Lorsque vous reviendrez de votre voyage, et après avoir remercié votre allié, ce que vous devez toujours faire, je vous l'explique dans le petit livret, dans le petit fascicule, le petit document que je vous mettrai à la fin, vous notez ce que vous avez expérimenté de façon neutre, comme si vous aviez vu un film. Et une fois que vous avez terminé ça, vous relisez vos notes et vous transformez tout ça dans un récit captivant et attractif pour votre ami. Vous le transformez, vous lui donnez de la vie, vous faites que la personne a envie de savoir ce qui se passe ensuite. Waouh, il s'est passé ça, et après, que s'est-il passé? Voilà. Une fois que vous aurez transformé tout ça en un récit captivant, mais évidemment qui respecte ce que vous avez vu, hein, bien sûr, vous allez voir la personne et vous racontez votre histoire en lui disant juste que vous avez pensé à elle et que c'est ce qui vous est venu. Et à chaque fois, vous racontez ça avec de la vie, en donnant du jus, de la vitalité, de l'intérêt, du suspense. Vous racontez ça pour que la personne ait envie d'en savoir plus, ait envie ah oui, et alors, que s'est-il passé? Et alors, ne dites pas que vous avez fait un voyage chamanique pour savoir comment l'aider. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez rester anonyme, vous pouvez rester incognito. Vous racontez votre histoire en y mettant le plus de vie possible. Et ensuite, vous lui donnez une copie de votre histoire afin qu'elle puisse la lire lorsqu'elle en sent le besoin. L'histoire deviendra la sienne et ne vous appartient plus. Ça, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que l'âme se nourrit d'histoire et qu'elle en a besoin pour guérir et se reconstruire. C'est le plus important. N'oubliez pas, le chaman est un conteur. Le chaman, c'est quelqu'un qui va permettre, qui va nourrir l'âme avec des histoires. C'est hyper important. Donc, on va venir à cette fameuse 5e technique. La 5e technique, c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle moi l'expansion de l'aura. C'est une technique de purification et de protection que nous pouvons employer lorsque nous sentons que nous sommes entourés d'énergie négative ou surtout d'un seul coup nous avons une présence où là là, ça ne va pas, je le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on peut employer cette technique. La première des choses que vous devez faire, c'est de scanner énergétiquement votre aura ainsi que les énergies qui vous entourent. Avec votre vue intérieure, vous vous mettez tranquillement au calme, vous fermez les yeux, vous essayez de vous relaxer, de lâcher prise, vous observez la qualité des énergies de votre environnement. Évidemment, vous devez également observer la qualité de vos propres énergies. Vous procédez
à la purification de vos énergies comme vous avez l'habitude de le faire. Alors ça, je pense que chacun a ses propres techniques. Vous faites une purification énergétique. Et lorsque vous aurez purifié votre corps énergétique, si vous constatez une présence négative, vous commencez doucement à étendre le champ de votre aura. Si vous faites ça correctement, la présence négative sera automatiquement éjectée lorsque votre aura l'atteindra. C'est-à-dire, vous êtes toujours intériorisé. Vous avez fait vos exercices de purification, ça peut être la respiration, l'ancrage, etc. Peu importe ce que vous utilisez, un exercice qui fonctionne pour vous. Donc, vous commencez à vraiment vous intérioriser. Et là, ce que vous faites, vous visualisez votre aura, étendez le champ de votre aura de plus en plus. Essayez en même temps d'avoir un point de vue de l'extérieur où vous voyez cette présence, entre guillemets, négative. Et voyez à quel point, quand votre aura commence à s'étendre et au moment où elle touche la personne, de toute façon, enfin la personne, l'entité, la présence négative, cette présence négative est éjectée. Ça, c'est systématique. Vous pouvez faire ça si vous habitez dans un lieu ou si vous vous trouvez d'un seul coup dans un lieu qui est un peu pollué, etc. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette technique uniquement en cas de présence négative, hein, non pas en cas de présence neutre, etc. Car si vous faites ça et que vous le faites très régulièrement, il ne faut pas non plus que vous soyez complètement obsédé par ça et que ça vous fatigue énergétiquement. Il faut déjà bien vous nettoyer, bien vous purifier. Et si vous vous sentez menacé ou en danger, vous utilisez la technique de l'aura. C'est assez impressionnant. Hein. Moi, je l'ai fait il y a peut-être l'année dernière, je ne me souviens plus bien exactement, et je me suis retrouvée avec, quand j'ai vu la présence, la présence qui était impressionnante, menaçante, etc. Quand mon aura l'a atteinte, et ça peut se faire très vite, quand mon aura l'a atteinte, la présence était recroquevillée toute petite contre le mur, et elle a disparu. Donc, c'est une technique extrêmement efficace. Donc, maintenant, nous allons parler de la dernière technique. La dernière des techniques chamaniques que nous allons voir, c'est la traque, qui est utilisée pour obtenir plus de renseignements sur une situation. Donc, la traque s'effectue avec plusieurs personnes. Chaque personne traque à l'aide de son allié, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'animal de pouvoir. Vous savez, on ne devrait jamais entreprendre un voyage sans être accompagné de son allié, car c'est lui qui nous protégera en cas de danger. À chaque fois que vous faites ou une méditation ou un voyage chamanique, demandez à votre animal de pouvoir d'être là et de vous accompagner. Lors de nos voyages, nous nous promenons dans les mondes invisibles du milieu, qui sont tout à fait réels, et toutes sortes d'êtres peuvent s'y trouver. Avec votre allié, vous avez, mais alors, un bouclier à toute épreuve. Vous ne craignez rien. La traque sert à retourner au son du tambour et à plusieurs, c'est ça qui est important, dans un voyage chamanique, un rêve ou une situation pour trouver des réponses et des solutions. Celui qui sollicite la traque, que l'on nomme le chercheur, rassemble donc des personnes avec qui il veut travailler, qu'on appelle des traqueurs, et leur explique ce dont il s'agit et ce qu'il veut. Bon, s'il s'agit d'un rêve ou d'un voyage, le chercheur raconte en détail le rêve ou le voyage sans y mettre de jugement personnel. S'il s'agit d'une situation de la vie quotidienne, il doit raconter une scène qui a suscité son interrogation, mais également sans y mettre de préjugés. Lorsque les traqueurs ont obtenu le récit, ceux-ci sont invités à poser les questions qu'ils veulent pour éclaircir certains points. Alors, ensuite, le chercheur va donner au groupe des directives et son autorisation pour effectuer la traque, car toutes les personnes présentes, c'est-à-dire tous les traqueurs, se rendront dans l'univers intérieur personnel du chercheur, évidemment. Alors, vous savez, ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour si vous avez l'impression qu'à votre travail, il y a quelqu'un qui vous cause du tort, etc. Vous pouvez faire une traque. Vous pouvez utiliser la traque pour aller voir ce qui se passe. Vous le faites. Comme je vous dis, c'est une technique qui se fait à plusieurs. Donc, une fois que vous en êtes arrivé à ça,
Vous indiquez, le chercheur indique un point d'entrée pour le voyage, ce qui signifie que tous les trackers devront utiliser ce portail pour démarrer leur quête. Ce point d'accès commun permet de perdre le moins de temps possible. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai fait un voyage, ça peut être un rêve, hein, peu importe, dans lequel un animal m'a parlé. Je n'ai pas réussi à l'entendre car il y avait beaucoup trop de bruit. Comme je veux savoir ce que l'animal m'a dit, je décide de refaire le voyage, mais je n'ai évidemment pas besoin de recommencer l'expédition depuis le début. Je trouve donc un point d'entrée proche du moment fatidique, c'est-à-dire celui où l'animal m'a parlé, qui pourrait par exemple être un arbre sur lequel j'ai aperçu moi l'animal en question et près duquel je demande au tracker de se, on va dire, matérialiser, c'est-à-dire de partir en conscience au pied de l'arbre, tout simplement. Donc, lors de cet exercice, le groupe doit rester focalisé sur son objectif et ne pas se laisser entraîner par les événements qui risquent de survenir. La concentration doit être ce qu'on appelle maximale. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle cette technique la traque, car elle fait référence à l'animal qui traque sa proie, qui ne se laisse pas distraire et dont tous les sens sont en éveil pour parvenir à un résultat. Ensuite, après avoir réglé tous les détails, le groupe fait un voyage au son du tambour pour obtenir les informations souhaitées. Alors, au retour, les trackers racontent ce qu'ils ont vu et donnent des éléments concrets au chercheur qui sera en charge de faire une synthèse pour lui et de mettre en pratique les résultats obtenus. Un bon tracker est celui qui aura des réponses concrètes pour le chercheur et dont le résultat pourra se vérifier dans sa réalité matérielle. Donc, j'ai abordé en gros les grandes lignes de ce qu'est un voyage chamanique. Et bon, ben voilà, je vous ai dit les techniques, hein, comme je vous avais promis, les petits bonus, etc. Donc, je voudrais savoir si ça vous a intéressé, si ça vous a fait avancer. Ah, mais c'est bien, merci. Si j'ouvre des portes, c'est super intéressant. Pour moi, en tout cas, le retour est hyper important. Alors ça, c'est bien. Oui, mais de toute façon, c'est important. Vous savez, c'est pas simple, c'est absolument pas facile, et il a fallu que je fasse du concentré. Je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent au chamanisme, mais qui ne sont pas très, très au courant. Et c'était un peu, c'est aussi important que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, même quand les personnes sont débutantes, arrivent à s'y retrouver. C'est hyper important. J'espère que cette vidéo sur le chamanisme vous a permis de mieux comprendre le monde des chamans. À la fin du mois de septembre, je donnerai une conférence en ligne sur le chamanisme au féminin. C'est une conférence en ligne gratuite. Si vous souhaitez y participer, cliquez sur le lien en bas de la vidéo afin de vous inscrire. Faites-le dès maintenant car le nombre de places est limité. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ce contenu » et à vous abonner à la chaîne. Et pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité. Alors rêvons et voyageons ensemble.